Maman, Mama, Mimo, Mimosa. Dans son dernier récit, Alexandre Najar revient sur la figure de sa mère alors qu'elle vit ses derniers jours. L'enfance, l'éducation, la transmission, la guerre du Liban sont au cœur de son nouveau livre. C'est Mimosa, donc publié aux éditions Les Escales. Bonsoir Alexandre Najar, Bonsoir. merci d'être avec nous. En quoi ce surnom Mimosa convient-il parfaitement à votre mère qui nous a quittés cette année ? D'abord, c'est le mimosa est un symbole de luminosité, de solidité aussi. Et c'était une femme très lumineuse et en même temps très robuste puisqu'elle a été confrontée à beaucoup de difficultés, notamment la guerre. Et aussi, c'était une amoureuse des plantes et elle a passé beaucoup de son temps libre à s'occuper des plantes, des roses, des fleurs dans le jardin. Et c'était vraiment une passionnée qui trouvait dans la terre, dans le contact avec la terre, avec les plantes, une sorte d'échappatoire pour fuir un peu la violence ambiante qu'on connaissait à l'époque au Liban. Et vous écrivez notamment dans le langage des fleurs, le mimosa exprime la sécurité, l'amour inconditionnel, la sensibilité et la délicatesse. J'aimerais lire aussi un autre extrait. Vous dites « Tu es né le 17 janvier 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la maternité française de Beyrouth. Le Liban n'a pas encore accédé à son indépendance, placée sous mandat français par la Société des Nations. Il sera bientôt le théâtre d'une lutte fratricide entre les forces gaullistes soutenues par les Alliés et les vichistes qui contrôlent le pays. Le Liban, déjà caisse de résonance à l'époque, ce n'est donc pas nouveau. C'est ce qu'on appelle un récit à la deuxième personne en littérature. Vous vous adressez directement au personnage principal qui est votre mère. Pourquoi est-ce que vous avez choisi une telle narration ? C'est la première fois d'ailleurs que j'opte pour cette technique, mais en fait je pense que c'était la proximité, le fait de m'adresser à elle en lui disant « tu », c'était le meilleur, voilà, c'était le meilleur moyen de l'interpeller, de lui parler comme un fils parle à sa mère, plutôt que d'utiliser d'autres procédés qui auraient été plus artificiels. On découvre une femme libre que vous qualifiez même de rebelle dans un Liban des années 60 et 70 que la guerre va déchirer. En quoi était-elle une rebelle ? À l'époque, les jeunes filles ne travaillaient pas, ou rarement. Et donc ma mère, très tôt, a décidé de travailler. Donc elle a même présenté un concours dans l'administration libanaise où elle a été reçue, mais à l'insu de ses parents. Et donc son père, lorsqu'il a su, a été très énervé parce qu'il lui a dit tu ne m'en as pas parlé. Mais néanmoins, elle a, malgré son refus, elle a décidé d'enseigner le français et les sciences dans une école. Donc il a accepté, face à son insistance. Et donc c'est une femme qui, très tôt, donc, alors que peut-être qu'elle avait les moyens, si vous voulez, d'étudier sans travailler, mais elle a tenu à travailler. Et en même temps, c'était quelqu'un de très libre dans ses lectures. À une époque, bon, c'était déjà les années 60, mais elle, c'était sa façon, d'un point de vue intellectuel. Alors justement, une femme parfaitement francophone, amoureuse de la langue française, c'est elle qui vous a donné l'envie de lire, l'envie d'écrire aussi. Elle vous a donné ces livres de bibliothèque, Le vieil homme et la mère d'Hemingway, Le procès de Kafka, L'espoir de Malraux, Le diable et le bon Dieu de Sartre, Le journal d'Anne Frank également. Et vous écrivez mon premier livre, je l'ai écrit à l'âge de 9 ans. Il s'intitule Bob le téméraire et raconte l'histoire d'un garçon qui est kidnappé par des brigands sur une île. Et vous dites, je me prenais pour Victor Hugo. C'est vrai que très tôt, j'ai eu cette conscience que j'aimais les mots, j'aimais la langue française. Et à une époque où la plupart de mes camarades avaient des posters dans leur chambre de chanteurs ou de footballeurs, moi j'avais Victor Hugo, donc une grande photo. Et donc c'était une sorte de modèle pour moi, une sorte d'exemple. Et c'est vrai que ma mère m'a beaucoup aidé, conseillé dans mes lectures. Et même ce premier livre dont vous venez de parler, elle avait tapé à la machine à écrire. Et un de mes frères qui dessine bien avait fait les illustrations. Donc c'était en quelque sorte mon premier livre, donc à 9 ans, que j'avais tenu entre les mains. Mais c'était grâce à elle, parce qu'elle m'avait beaucoup encouragé dans cette voie. Et je crois que sans elle, je ne suis pas sûr que j'aurais été écrivain. Et on imagine que vous avez souvent parlé politique avec votre mère. On aimerait, pour terminer, avoir votre avis, votre regard sur ce qui se passe en ce moment au Liban. Beaucoup d'incertitudes politiques, y compris depuis le retour de Saad Hariri. Il dit qu'il veut rester Premier ministre à condition que le Hezbollah, je cite, cesse d'interférer dans les histoires des autres pays arabes et qu'il rompe le lien avec l'Iran. Comment vivez-vous cette nouvelle période sensible ? Moi, je crois que le vrai problème du Liban, c'est que d'abord, il a toujours été un échiquier pour la région. Donc on voit là une sorte de bras de fer entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et donc évidemment, le Liban est au centre de cela. Mais je crois aussi que la responsabilité incombe aux Libanais eux-mêmes.
Je crois que nous devons cesser d'être inféodés aux uns et aux autres. Nous devons, pour une fois pour toutes, comprendre que nous sommes Libanais avant tout, que nous ne sommes pas là pour être les pions ou les marionnettes des uns et des autres. Donc on a beau vouloir dire « ouais, c'est la faute de l'Iran, du Hezbollah, etc. » Je pense que dès l'instant où les Libanais raisonneront comme Libanais, je pense que là, on aura déjà accompli la moitié du chemin. Merci beaucoup Alexandre Najjar d'avoir répondu à nos questions. Mimosa donc aux éditions Les Escales, collection Domaine français. Merci à vous. Merci.